La porte s'est refermée derrière elle avec le bruit sec d'une sentence. Pas une étreinte, pas un « merci », juste un mot griffonné sur un post-it collé au frigo. N'oublie pas les croquettes de Léo à 8 heures. Ah, et il n'y a presque plus de gaz. C'était la veille du Nouvel An. Sur la table, le chapon que j'avais passé des heures à préparer était intact. Les bougies que j'avais achetées en centre-ville n'avaient même pas été allumées. Ma fille, Camille, était partie avec toute la famille passer le réveillon à Megève. Sans moi. Ils avaient prétendu qu'il valait mieux ne pas bousculer tes habitudes, maman, et puis Léo a besoin de compagnie. Léo, c'est le chien. Un corneau au poil long que j'avais moi-même adopté quand elle était encore petite et qu'elle pleurait la nuit, effrayée par le noir. Je suis restée dans la cuisine, le regard fixé sur le plat rempli d'un repas que personne ne mangerait. Mes doigts tremblaient, mais pas de froid, de rage contenue, de honte aussi. Ce genre de honte qui ne crie pas, qui rend muette. Dans le salon, juste avant de partir, Monique, ma belle-mère, avait glissé « Nathalie, tu es vraiment une perle. C'est un plaisir de voir une femme qui connaît sa place. » Stéphane, mon mari, avait juste souri. Il n'avait rien dit. Il ne dit jamais rien. Il me regarde comme on regarde un meuble, utile mais jetable. Ils sont partis en riant aux éclats. Et je suis restée là, les mains imprégnées d'ail et le cœur en miettes. Je me suis assise sur le canapé et je suis restée silencieuse pendant de longues minutes. C'est là que j'ai compris. Il ne s'agissait pas seulement d'une invitation refusée. Il ne s'agissait pas seulement du chien. Il s'agissait de la place qu'on m'avait assignée dans cette maison. Et j'ai commencé à me demander, est-ce que j'étais encore vraiment là? Ou avais-je déjà été remplacée par la bonne à tout faire que je n'avais jamais demandé à être? Si cette histoire vous a déjà captivé, imaginez la suite. Ici, chaque vidéo révèle des vérités cachées, des destins bouleversants et des leçons de vie profondes. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Je m'appelle Nathalie Leroy, j'ai 53 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a jamais demandé ce que je voulais faire quand je serais grande. J'ai toujours été la fille qui s'occupait de sa mère malade, celle qui renonçait aux fêtes de l'école pour aider à laver le linge à la main, celle qui a appris à cuisiner à 12 ans parce que ma mère disait qu'une femme qui ne cuisine pas finit seule. J'ai avalé ça comme une vérité et j'en ai fait mon rôle. Je me suis mariée à 22 ans avec Stéphane Girard, un bel homme, à la voix douce et au silence cruel. Il ne m'a jamais frappée, non, il n'a jamais crié, mais il m'a tuée à petit feu, de l'intérieur, par l'indifférence, par ce regard qui me transperçait, par cette habitude de m'appeler la femme. Avec lui, j'ai eu Camille, ma fille, ma raison de vivre. À sa naissance, j'ai quitté mon poste dans un cabinet comptable pour devenir mère au foyer à plein temps. Je ne le regrette pas, ou du moins, j'ai appris à ne pas le regretter. Je me disais sans cesse, c'est pour elle. Et ça l'a été. Pour Camille, j'ai fait des pâtes au beurre les jours de vache maigre, j'ai vendu des bijoux fantaisie à la sortie de l'école, je me suis privée d'une nouvelle robe pendant 3 Noëls d'affilée. Elle a grandi en voyant ça, en voyant une mère qui s'effaçait, qui disait « oui » quand elle voulait hurler « non », qui souriait même le cœur brisé. Aujourd'hui, Camille a 26 ans. Diplômée, elle travaille dans un grand cabinet et vit encore ici, ou plutôt, elle plane au-dessus de moi. Elle se déplace dans la maison comme si elle en était la patronne. Elle donne des ordres avec la froideur d'un email professionnel. Elle ne m'insulte jamais, mais elle ne m'écoute jamais non plus. La maison est devenue une scène de théâtre. Je suis le décor. J'apparais pour nettoyer, pour servir, pour dire « tout va bien ». Mais personne ne demande si c'est vraiment le cas. On dit que je suis une super maman, une femme forte, comme si c'était un compliment. Mais vous voulez la vérité? J'en ai assez. Assez d'être utile et invisible à la fois. Assez d'être la mère de Camille, la femme de Stéphane. Je suis Nathalie. J'ai un nom, j'ai une voix, mais plus personne ne l'entend. Peut-être même pas moi. Mais ce soir-là, seule dans la cuisine, avec le bruit de la pluie crépitant sur le toit et l'odeur tiède du rôti dans l'air, quelque chose en moi a murmuré. Ça suffit. C'était si bas que j'ai failli ne pas l'entendre. Mais c'était ferme. Ça suffit. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais je savais une chose. Si personne dans cette maison n'allait se souvenir de qui j'étais, j'allais m'en souvenir moi-même et faire en sorte de le leur montrer. Je n'ai jamais demandé grand-chose. Je ne rêvais pas de voyages luxueux, de bijoux hors de prix, ni de dîners dans des restaurants chics.
Un geste aurait suffi, une pensée, un regard de reconnaissance. Pendant des années, mon plus grand désir était que ma fille me dise « Maman, viens avec nous ». Juste ça. Pas besoin de carte de crédit, ni de suite dans un palace, juste une invitation sincère, une place réservée, un lit fait comme j'ai toujours fait pour elle. Une assiette avec mon nom dessus, même écrit sur la serviette en papier, mais elle ne l'a jamais proposé. La vérité, c'est que j'ai passé tellement de temps à m'occuper de tout le monde, que j'ai oublié ce que c'était d'être prise en charge. Ou plutôt, on m'a convaincue que je n'en avais pas besoin. « Tu es si indépendante, maman. Tu te débrouilles toujours, » disait-elle. Et je souriais. J'avalais ma salive. Parce que oui, je me débrouillais. Mais parfois, je n'avais pas envie de me débrouiller. Je voulais que quelqu'un me voie. Au fond, je voulais juste être incluse, faire partie du voyage, être à table, et pas seulement celle qui sert à table. Je voulais recevoir des fleurs pour la fête des mères qui n'aient pas été achetées à la hâte au supermarché du coin, quelques minutes avant de rentrer. Je voulais être écoutée sans être interrompue. Mais mon plus grand désir était encore plus simple, être reconnue. Pas comme cuisinière, comme gouvernante ou comme intendante, mais comme personne, comme femme, comme quelqu'un qui a aussi des envies, des doutes, des peurs, qui se fatigue aussi, qui pleure aussi, qui a aussi besoin de réconfort. Pourquoi est-ce si difficile de voir ça chez une mère? Peut-être parce que j'ai moi-même passé trop de temps à faire semblant que tout allait bien. Je disais « ce n'est pas la peine » quand c'était la peine. Je disais « mais non » quand ça faisait mal. Je disais « tout est en ordre » quand j'étais sur le fil du rasoir. Et puis un jour, j'ai commencé à croire à mes propres mensonges. J'ai fini par penser que c'était vraiment exagéré de vouloir autre chose que ce que j'avais déjà. Après tout, j'avais un toit, de la nourriture, une fille en bonne santé. J'avais Stéphane, même s'il était absent. J'avais une maison bien tenue, une routine prévisible, mais j'avais aussi une tristesse qui grandissait en silence. Une ombre qui me suivait, comme pour me rappeler « c'est tout, ne rêve plus, n'attends plus rien, c'est ton rôle ». Mais j'attendais, même sans l'admettre. J'attendais que, un jour, Camille me regarde avec tendresse. J'attendais que Stéphane me dise « merci » avec sincérité. J'attendais que Monique m'appelle par mon prénom et pas par « elle ». Et chaque année, je préparais le dîner de Noël avec espoir. Chaque année, je me disais « cette année, ce sera différent. Cette année, elle me fera un vrai cadeau. Cette année, il me prendra dans ses bras. Cette année, je sentirai que j'appartiens à ce monde. » Et chaque année, je rangeais les restes du repas dans le frigo, avec les restes de mes attentes. Peu à peu, j'ai arrêté de demander. J'ai arrêté de montrer. Je suis devenue la femme qui ne dérange pas, qui arrange tout, qui est toujours là, mais que personne ne remarque jusqu'au jour où elle n'y est plus. Seulement, ce mot sur le frigo, ce « n'oublie pas les croquettes de Léo », a été la goutte d'eau. Elle ne me voyait pas comme sa mère, ni même comme une femme. Elle me voyait comme l'employée de confiance de la maison, sans salaire, sans vacances, sans remerciements. J'étais son plan B, sa solution de facilité. S'il manquait de l'argent, j'arrangeais les choses. Si quelqu'un tombait malade, je soignais. Si quelque chose se cassait, je trouvais une solution. Mais personne ne trouvait de solution pour moi. Et c'est là que mon désir a changé. Je ne voulais plus qu'on se souvienne de moi. Je voulais être impossible à oublier. Je ne voulais plus de reconnaissance. Je voulais un impact. Je ne voulais pas être invitée en voyage. Je voulais qu'ils ressentent mon absence comme un vide insupportable. Je voulais partir. Je voulais fermer la porte sans laisser de mots. Je voulais que, pour la première fois, ils doivent se débrouiller sans moi. Et plus que tout, je voulais savoir qui j'étais, loin d'eux. Qui est Nathalie sans la maison, sans le tablier, sans les « maman, tu peux ?» Je voulais le découvrir. Et, à cet instant, j'ai désiré de toutes mes forces quelque chose que je n'avais jamais eu le courage de désirer, la liberté. Mais pas la liberté de faire ce que je voulais, la liberté de ne plus avoir à être ce qu'ils attendaient que je sois. Et ça, pour moi, ça valait plus que tous les cadeaux du monde. C'était le mercredi avant le Nouvel An. La table était mise avec la plus belle vaisselle. J'avais préparé le gratin dauphinois préféré de Camille, coupé les tomates en dés comme elle les aime, et même fait ce fondant au chocolat dont elle disait que j'étais la seule à connaître le secret. J'ai toujours aimé faire ces choses, pas par obligation, mais parce que je croyais qu'un jour,
elle comprendrait à quel point tout cela était de l'amour déguisé en routine. Elle est arrivée à 19h30, parlant fort au téléphone, le sourire aux lèvres. Elle ne m'a même pas vue. Elle est passée devant moi comme si j'étais transparente. Stéphane est entré juste après, faisant teinter ses clés de voiture. Monique et son mari sont arrivés peu après, chargés de cadeaux et de sacs brillants. Tous excités. Et moi, au milieu de la cuisine, tenant la cuillère de service. « Nathalie, ça sent bon, dis donc », a lancé le mari de Monique sans me regarder. « Tu t'es surpassée cette fois. » Cette fois, je me suis assise à table avec un sourire discret, essayant de me fondre dans l'ambiance. Mais Camille, comme toujours, s'est assise à côté de son père. Elle parlait sans arrêt du nouveau poste qu'elle allait occuper en février. « Analyste senior », a-t-elle annoncé fièrement. Tout le monde a applaudi. J'ai attendu mon heure. Je voulais dire quelque chose. Poser une question sur leur projet pour les fêtes. Savoir si nous allions faire quelque chose ensemble. Mais avant que je puisse ouvrir la bouche, elle a élevé la voix. « Bon, les amis, j'ai une annonce à faire. Tout le monde s'est tu. » Les regards étaient anxieux. Camille s'est levée, a sorti un dossier en plastique de son sac et a commencé à distribuer des enveloppes. J'ai fait une surprise. J'ai pris des billets pour tout le monde pour passer le nouvel an à Megève. Un « oh » collectif a rempli la pièce. Stéphane a souri. Monique a mis une main sur son cœur. « Ma chérie, quelle fille merveilleuse. Je suis restée figée. Ça, c'est pour toi, papy. Ça, c'est pour toi, mamie. Ça, c'est pour papa. Ça, c'est pour oncle Renato. Ça, pour tante Luciana. Et rien pour moi. Et moi ?» ai-je demandé, d'une voix presque enfantine. Elle s'est arrêtée une seconde, a pris un air de celle qui a oublié quelque chose. « Ah, bien sûr. Il y a une autre enveloppe. » Elle a fouillé dans son sac, en a sorti ce qui semblait être la dernière. Mon cœur s'est emballé. Un instant, j'ai cru que c'était un cadeau spécial, le sien pour moi. Le moment où elle dirait « Maman, merci pour tout ». Elle s'est penchée, a pris Léo, le chien, sur ses genoux et a accroché l'enveloppe à son collier. « Ça, c'est pour Léo. Il va rester avec la meilleure compagnie possible. Toi, maman. Personne de mieux pour s'occuper de lui pendant qu'on est en voyage, n'est-ce pas ?» Les gens ont ri. Pas moi. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. « Camille, tu ne m'as pas pris de billets ?» Elle est devenue sérieuse un instant. « Maman, ne fais pas de drame. Tu n'aimes pas l'agitation. Et Léo ne peut pas venir. Il fallait bien que quelqu'un reste. Tu t'entends toujours si bien avec lui. » Monique a complété. « C'est mieux ainsi, Nathalie. Tu as passé tant d'années loin des fêtes. Tu n'aimes même plus ça, n'est-ce pas ?» Renato a même plaisanté. « Ça, c'est de l'affection. Tu as été choisie pour la mission la plus importante. » Tout le monde a ri à nouveau, pas moi. Je me suis levée lentement de ma chaise. Mes mains tremblaient, mais je me suis agrippée fermement au dossier. « C'est donc ça? Je suis la gardienne du chien maintenant ?» Stéphane est intervenu. « Nathalie, s'il te plaît, ne gâche pas l'ambiance. » Camille a fait tout ça avec tant d'amour. De l'amour? Elle m'a regardée avec un air d'impatience. « Maman, tu restes à la maison tous les jours. Tu ne travailles pas. Tu ne comprends pas à quel point c'est fatigant, à quel point on a besoin d'une pause. Tu t'occupes de la maison, je sais, mais c'est toi qui l'as choisi. » Choisi? Ma poitrine s'est serrée. Une douleur aussi vive que 20 ans de silence. J'ai regardé la table, les visages qui riaient, le chien avec une enveloppe au collier, les valises contre la porte. Personne ne s'est rendu compte que je n'allais pas bien. Ce n'était pas seulement l'invitation, c'était la manière, la naturalité avec laquelle ils m'avaient exclu, comme s'il était évident que je resterais, comme si je ne faisais pas partie de leur monde, comme si j'étais un élément de la maison, pas une personne. Alors j'ai souri, un sourire qui ne correspondait pas à ma douleur. « Très bien. Partez en voyage. Amusez-vous bien. Je m'occupe de Léo. » Je suis allée à l'évier et j'ai commencé à faire la vaisselle. Personne n'a insisté. Personne ne s'est levé pour me serrer dans ses bras. Personne n'a dit « Tu vas nous manquer ». L'eau coulait du robinet comme un compte à rebours. Et là, les mains pleines de savon, j'ai compris. Mon absence ne leur manquerait pas, tant qu'elle ne serait pas définitive. Le lendemain, la maison semblait vide. Mais ce n'était pas le silence qui me dérangeait. C'était l'écho des rires de la veille, vibrant encore sur les murs comme un souvenir moqueur. Ils étaient partis avec leurs valises à 5 heures du matin. Pas un baiser d'adieu, pas un « prends soin de toi, maman ».
Juste le bruit des roulettes sur le sol et l'aboiement de Léo, aussi désemparé que moi. J'ai ouvert les fenêtres, fait la vaisselle de la veille et mis le gratin au frigo. Qui sait, peut-être qu'il voudrait dîner en rentrant. Je continuais à faire ça, même après avoir été laissée pour compte, comme une femme de ménage embauchée sans heure de départ. J'ai passé le reste de la journée à feindre la normalité. J'ai plié du linge, balayé la cour, lavé le chien. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. C'était comme si mon corps savait que les larmes seraient inutiles. Ce qui faisait mal n'avait plus de nom. Vers 8 heures du soir, Stéphane m'a envoyé une photo sur le groupe familial. Tous devant les pistes de ski, une coupe à la main. Camille a posté sur Instagram. On commence l'année avec ceux qui comptent. J'ai lu cette légende 5 fois. À chaque fois, elle me blessait un peu plus. Je me suis demandé, savait-elle ce qu'elle écrivait? Était-ce intentionnel? Ou est-ce que, pour elle, c'était vraiment la vérité? Je suis restée éveillée toute la nuit. Je me suis souvenue des fois où elle avait de la fièvre et où j'étais restée assise au bord de son lit, avec une bassine d'eau et une serviette froide. Des examens pour lesquels elle disait qu'elle n'y arriverait jamais, et je répétais qu'elle était intelligente, même sans rien comprendre au sujet. Des pleurs étouffés dans la salle de bain, quand Stéphane disait que je devais rester à ma place. Et maintenant, quelle était ma place? Le lendemain, Monique m'a appelée. J'ai répondu en pensant qu'elle dirait quelque chose. Peut-être un « tu nous manques » ou au moins un « tout va bien ». Mais non. Sa voix était sèche comme du papier de brouillon. « Nathalie, n'oublie pas d'arroser les géraniums sur le balcon. Camille a dit qu'ils avaient l'air un peu fatigués. »« D'accord », ai-je répondu. « Et jette un œil aux œufs dans le frigo. S'ils sont proches de la date de péremption, tu peux faire une omelette pour le chien. Léo aime ça. » J'ai raccroché sans rien dire de plus. Je me suis assise sur le canapé avec une tasse de café et j'ai regardé ce même salon que j'avais nettoyé si souvent. Les coussins que j'avais cousus, le tapis que j'avais choisi moi-même et payé en 5 fois, le cadre avec une photo de moi et Camille à son 10e anniversaire. L'une des dernières fois où elle m'avait appelée la meilleure maman du monde. Maintenant, j'étais juste la femme qui nourrissait le chien. Le 3e jour, j'ai reçu un message vocal de Stéphane. « Nathalie, tout va bien? Écoute, je voulais juste te rappeler que le ménage de la semaine doit être fait d'ici vendredi. Quand on rentrera, ce sera tout sale avec ce chien en liberté. Et n'oublie pas de passer à l'animalerie pour acheter d'autres croquettes. Je t'ai laissé de l'argent dans le tiroir du bureau. » De l'argent? Comme si j'étais une employée. J'ai respiré profondément. Je n'ai toujours pas pleuré. Je ne sais pas comment. Peut-être parce que tout en moi était anesthésié. Peut-être que c'était ça qu'il n'avait jamais compris, que la femme qui nettoie, qui organise, qui attend et qui prend soin, ressent des choses. Le 4e jour, j'ai vu que Camille m'avait bloqué de ses stories Instagram. Je l'ai découvert en allant sur le profil de sa tante, Luciana. Et là, il y avait la même photo qu'elle avait postée pour tout le monde, sauf pour moi. La légende était encore pire, famille réunie, comme il se doit. À cet instant, quelque chose s'est brisé. Pas avec colère, avec froideur. C'était comme si j'avais enfin cessé d'essayer de comprendre. Comme si mon corps disait « n'essaie plus de justifier, accepte, c'est tout ». Quand ils sont rentrés, le dimanche soir, j'étais dans la cuisine. Léo a aboyé, a couru vers eux. Camille est entrée la première, bronzée, souriante, des lunettes de soleil sur la tête. « Alors, maman, tout s'est bien passé ?» J'ai hoché la tête. Tout a été tranquille. Elle est passée devant moi, a enlevé ses chaussures et a ouvert le frigo. « Le gratin est toujours là? Oh là là, je meurs de faim. » Monique est arrivée juste après, se plaignant déjà de la chaleur. Stéphane est entré en silence, comme d'habitude. Je me suis approchée de la table. « Camille, je voudrais te parler un peu. » Elle n'a pas arrêté de mâcher. Elle a juste dit « Vas-y, parle. Je voudrais comprendre pourquoi tu m'as bloquée sur Instagram. » Elle s'est arrêtée, m'a regardée, a ri. « Oh maman, quelle exagération! C'était juste pour ne pas t'inquiéter. On a un peu bu. Je ne pensais pas que tu comprendrais. » Comprendre? Oui, tu es trop sensible. Tu prends tout personnellement. C'était juste un filtre, d'accord? Détends-toi. Et la légende? Quelle légende? Avec ceux qui comptent. Elle a levé les yeux au ciel. Oh maman, c'était juste une phrase. Tu vas faire toute une histoire pour ça maintenant? Monique est intervenue. Nathalie, pour l'amour du ciel, laisse tomber. Tu as toujours été si discrète. Maintenant, tu veux te donner en spectacle? Je me suis figée.
En spectacle, je suis restée silencieuse. J'ai fait un pas en arrière. Je les ai regardés. Camille, qui mangeait mon gratin comme s'il avait été servi par n'importe qui. Stéphane, qui vérifiait son téléphone comme si le sujet ne le concernait pas. Ma belle-mère, qui ne m'avait jamais vue comme autre chose qu'une bonne employée pour son fils. Et à cet instant, j'ai su, ce n'était pas de l'oubli. C'était un choix. Il me choisissait, chaque jour, pour me laisser de côté, pour me diminuer, pour me rendre invisible, et moi, je laissais faire. Jusqu'à maintenant. Je suis montée dans ma chambre en silence. J'ai fermé la porte doucement, comme pour éviter de réveiller un mauvais rêve. Mais ce n'était pas un rêve, c'était la réalité. Et il n'y avait plus d'endroit où se cacher. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai fixé le sol pendant des minutes qui ont semblé des heures. Mes pieds semblaient collés à la moquette. Ma respiration était lourde, pas de fatigue, d'incrédulité. En spectacle, avait-elle dit. Tu es trop sensible. C'était juste un filtre. Comme si tout ce que je ressentais était insignifiant. Comme si ma douleur était une exagération. Comme si moi, après 26 ans à tout donner, je n'étais là que pour réagir avec sang-froid. Et c'est à ce moment-là, dans le silence pesant de la chambre, que j'ai compris. Je n'étais pas importante. J'étais pratique. Tant que je lavais, cuisinais, repassais, souriais et me taisais, j'étais utile. Mais il a suffi que je veuille parler, que j'exprime un malaise, pour devenir dérangeante. Je n'ai toujours pas pleuré. Je ne pouvais pas. Parce que pleurer demande de la force. Et j'étais vide. Comme une coquille oubliée sur le sable après la marée. J'ai regardé ma coiffeuse. J'ai vu la vieille brosse à cheveux aux dents cassées. Un rouge à lèvres périmé que je n'utilisais plus depuis des années. Une photo de moi avec Camille petite, son front contre le mien, toutes les deux souriantes. L'image qui m'avait un jour donné de la force me brisait maintenant. J'ai pris mon téléphone. J'avais un message non lu de ma mère. « Ma chérie, tout va bien? Tu as disparu ?» J'ai respiré profondément. J'ai appelé. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. « Bonjour ma chérie. » Je suis restée silencieuse quelques secondes, cherchant les mots justes. Mais j'ai seulement réussi à dire « Maman, je ne resterai pas ici pour le nouvel an. » Elle a mis un peu de temps à répondre, mais sa voix est venue, calme, comme toujours. « C'est bien ma chérie. Je pense que c'est une excellente idée. Changer d'air te fera du bien. » J'ai fermé les yeux. Elle avait toujours su m'écouter sans me questionner. « Ne t'inquiète pas pour moi, » ai-je ajouté. J'avais juste besoin de parler à quelqu'un qui me voit encore comme une personne. Elle a ri doucement. « Je te vois. Je t'ai toujours vu. » Nous sommes restées silencieuses quelques secondes de plus. Puis elle a dit « Tu te souviens de la vieille maison? Celle que ton père avait construite? » Je m'en souviens, oui. Je l'ai vendue. Il y a un moment déjà. L'argent est de côté, et je t'en envoie une partie maintenant. « Maman, non !» ai-je commencé, mais elle m'a coupé avec fermeté. « C'est à toi. J'aurais dû le faire avant. » Quelques minutes plus tard, la notification est apparue à l'écran. Virement de 10 000 €. Pour ma fille. Pour sa vie. J'ai lu ce libellé 10 fois. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était un geste d'amour pur, concret. Une mère qui voyait une autre mère être oubliée et qui disait, par ce geste, « Va, recommence. Je te donne les fondations. » Je me suis allongée sur le lit. Je suis restée là, à regarder le plafond, ce plafond sous lequel j'avais vécu tant de jours en silence. Et je me suis demandé, combien de fois encore allais-je accepter ça? Combien de fois encore allais-je laver le linge de ceux qui me voyaient comme leur employé? Combien de fois encore allais-je repasser pour ceux qui ne me jetaient même pas un regard? Le lendemain matin, très tôt, j'ai ouvert le tiroir de la commode. J'ai pris un vieux sac à dos, le même que j'avais utilisé lors de mon dernier voyage, il y a près de 10 ans. J'y ai mis quelques vêtements, une brosse à dents, mes papiers, un chargeur. Je suis descendue dans la cuisine. Léo m'a regardé avec son air innocent, comme pour dire « Tu vas me laisser ?» Je me suis accroupie et je l'ai caressé un long moment. J'ai murmuré « Même toi, tu me traites mieux qu'eux. » Je lui ai laissé de la nourriture, de l'eau fraîche, un mot avec des instructions. Puis je suis remontée, j'ai changé de vêtements, je me suis coiffée, j'ai mis un peu de ce rouge à lèvres périmé juste pour me rappeler que j'existais encore. Quand je suis descendue, Stéphane était dans le salon, en peignoir, buvant son café. Camille sur son téléphone. « Tu sors ?» a-t-il demandé, sans lever les yeux de son journal. « Oui. Tu rentres tard ?»
a ajouté Camille, sans quitter son écran des yeux. J'ai simplement répondu « Je ne sais pas ». J'ai pris les clés de la voiture. C'était la voiture que j'avais moi-même aidé à payer en vendant des bijoux, en faisant des gâteaux, en cousant pour les autres. Mais elle avait toujours été à son nom. Stéphane a levé les yeux pour la première fois. « Tout va bien, Nathalie ?» J'ai souri. Mais ce n'était pas un sourire heureux. C'était un de ceux qui précèdent dans la tempête. « Oui, ça va. » J'ai ouvert la porte, j'ai inspiré profondément et je suis sorti. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas fait de drame. Je suis juste parti. Sur le chemin, j'ai senti ma poitrine se libérer pour la première fois depuis des années. La rue semblait plus claire. Le monde semblait plus vaste. Je partais sans demander la permission. J'ai pris une chambre dans un hôtel simple, mais propre. Il y avait une immense fenêtre avec vue sur le centre-ville. Je suis resté là à regarder les gens aller et venir. Aucun d'eux ne me connaissait. Aucun n'attendait rien de moi. Et pour la première fois, c'était une bonne chose. J'ai pris mon téléphone, je suis allé sur l'application de ma banque et j'ai confirmé. Les 10 000 € étaient là, intacts, m'attendant. J'ai senti une boule dans ma gorge. Pas de peur, de libération. J'ai pensé à ma mère. J'ai pensé à moi, à 20 ans, pleine de projets. J'ai pensé à la jeune fille que j'avais été, avant de devenir seulement la mère de Camille, la femme de Stéphane, la maîtresse de maison. Cette nuit-là, j'ai dormi seule dans un lit d'hôtel. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, ce fut la meilleure nuit de ma vie. Je me suis réveillée avec la lumière du soleil qui filtrait par la fenêtre de l'hôtel. Un rayon doré traversait les rideaux et tombait sur le drap blanc comme une invitation à respirer différemment. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai respiré, profondément, lentement, pour la première fois depuis des années, sans le poids d'une obligation matinale. Personne ne m'attendait dans la cuisine. Pas de petit déjeuner à servir. Pas de serviettes mouillées à ramasser dans la salle de bain. Juste moi, et ce silence léger. Je me suis levée doucement. J'ai pris une douche tranquillement. J'ai mis un chemisier neuf que j'avais acheté des années auparavant mais jamais porté. Trop joli pour rester à la maison, disais-je. Eh bien, aujourd'hui, je n'étais plus à la maison. Et le chemisier? Il était parfait. Je suis descendue pour le petit déjeuner de l'hôtel. J'ai pris un croissant chaud, un jus d'orange, et je me suis assise près de la fenêtre. Je regardais les gens passer sur le trottoir comme on regarde un film en temps réel. Chacun vivant sa propre histoire. Et moi, recommençant la mienne. J'ai pris mon téléphone. Il y avait 8 appels en absence de Stéphane, 4 messages de Camille. « Maman, où es-tu passée? Tu ne peux pas disparaître comme ça. Léo n'arrête pas d'aboyer. Tu lui manques. Si tu ne réponds pas, je vais chez mamie. » J'ai ri doucement. Ils avaient peur. Pour la première fois, c'était moi qui avais disparu. Pas dans un éclat, mais avec détermination. J'ai décidé de ne pas répondre. À la place, j'ai ouvert l'application de la banque, j'ai vérifié le virement de ma mère et, pour la première fois, j'ai cliqué sur « Nouveau compte ». Un compte à moi seul, à mon nom seul, rien de joint, rien avec Stéphane, rien avec personne. J'ai créé un nouveau mot de passe, un que seul moi connaissais. Mes doigts tremblaient, mais d'émotion. C'était comme signer un contrat de liberté. Après ça, j'ai cherché une avocate, Jeanne, mon amie d'adolescence. Intelligente, directe, juste. Elle a écouté mon histoire en silence, ne m'a pas interrompue, ne m'a pas jugée. « Nathalie, tu as plus de force que tu ne l'imagines », a-t-elle dit à la fin. « Et légalement, tu as aussi plus de pouvoir qu'il ne le pense. » Elle a pris un dossier en cuir et a commencé à tout noter. Coordonnées bancaires, relevé du virement, historique des mouvements de la maison, compte joint, bien enregistré. « Je veux le divorce », ai-je dit. Jeanne a hoché la tête. Elle n'a pas demandé « Tu es sûre ?» ni essayé de me convaincre du contraire. Elle savait. Nous allons tout préparer, calmement mais fermement. Je suis sortie du cabinet avec les papiers en main. Le processus allait commencer. Et cette fois, celle qui tenait les rênes, c'était moi. Avant de rentrer à l'hôtel, je suis passée en parfumerie. J'ai acheté un nouveau rouge à lèvres. Rouge. Pas du tout discret. Et un fond de teint. Un parfum léger. Pas parce que je voulais impressionner qui que ce soit, mais parce que je voulais me revoir dans le miroir et y reconnaître quelque chose. Nathalie, pas la mère, pas l'épouse. Nathalie. Ce soir-là, je suis allée dîner seule dans un petit restaurant du vieux quartier. J'ai commandé un verre de vin blanc, un risotto aux champignons, et j'ai souri au serveur sans crainte d'être mal interprétée. Il m'a souri en retour. Et dans ce sourire, il n'y avait pas de jugement.
il y avait de la gentillesse. J'ai pris mon téléphone et j'ai vu d'autres messages. De Stéphane. Ça devient de la folie. Si tu voulais t'en faire un drame, félicitations, tu y arrives. Et un autre de Camille. Maman, mamie a dit que tu étais partie. C'est sérieux? Je n'ai répondu à aucun. J'ai posté une photo de moi tenant mon verre de vin avec la légende « Seul ». Eh bien, quelques minutes plus tard, les commentaires ont commencé à affluer. Des connaissances, de vieux amis, même une cousine éloignée. Tous disaient « Tu le mérites, tu es magnifique, j'admire ton courage ». Le courage, c'était le mot. Ce n'était pas une fuite, c'était une décision. Le lendemain matin, j'ai reçu un email de la banque m'informant que le compte joint avec Stéphane avait été temporairement gelé. Je l'avais demandé la veille et le directeur avait été rapide. Une sécurité de plus. J'ai également demandé à Jeanne de s'occuper de la mise à jour de mon testament. J'ai retiré leurs noms, Camille, Stéphane, mes beaux-parents, tous dehors. C'était toujours ma fille, oui, mais à ce moment-là, elle ne me voyait pas comme sa mère. Elle me voyait comme une ressource, une roue de secours. Et je ne voulais plus être ça. Je suis retournée à l'hôtel et je me suis assise sur le lit, les papiers sur les genoux. Tu as plus de force que tu ne l'imagines. La phrase de Jeanne résonnait dans ma tête. J'ai regardé autour de moi dans la chambre. Simple, clair, aéré. Et j'ai pensé, c'est ici que je commence. J'ai pris mon vieux carnet, celui à la couverture bleue que j'utilisais pour noter des recettes. Et j'ai écrit une nouvelle liste. Chose que je veux faire avant mes 60 ans. Reprendre un travail que j'aime. Voyager seul. Danser sur une place publique. Aller au cinéma l'après-midi. Aider une autre femme à se relever. J'ai fermé le carnet. J'ai senti une pointe de peur, bien sûr. Mais c'était une peur différente. Pas la peur d'être jugée, abandonnée, réduite au silence. C'était la peur de réussir. De découvrir enfin de quoi j'étais capable. Et, au fond de moi, je le savais. J'étais capable de beaucoup. Il fallait juste que je me donne la permission. Et je venais de le faire. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant le réveil. Mon corps semblait comprendre que quelque chose de nouveau avait commencé. J'ai senti une légèreté dans ma poitrine. Non pas parce que les problèmes avaient disparu, mais parce que, pour la première fois, ils ne me paralysaient pas. J'avais un plan. Et plus que ça, j'avais le contrôle. Je suis descendue pour le petit déjeuner de l'hôtel avec une robe à fleurs mise de côté depuis des années. Celle qu'on achète en se disant « je la mettrai un jour ». La serveuse m'a fait un compliment. « Vous êtes très belle, Madame le Roi ». Je l'ai remerciée d'un sourire timide, mais à l'intérieur, je m'épanouissais. Avant de faire le moindre pas de plus, je devais boucler la boucle avec dignité. Je suis retournée à la maison. Je voulais prendre mes affaires, voir Léo et observer. Pas pour provoquer, pour confirmer. Je suis arrivée vers 10h. La clé fonctionnait toujours. En ouvrant la porte, j'ai senti l'odeur familière de l'adoucissant que j'avais toujours choisi moi-même. Mais maintenant, cette même odeur me semblait étrangère, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Ou plutôt, comme si cette maison n'avait jamais vraiment été la mienne. Léo a couru vers moi en remuant la queue. Il m'a accueilli comme personne d'autre là-dedans ne l'avait jamais fait. Je me suis baissée, j'ai entouré son cou de mes bras, j'ai murmuré « Maman est revenue, mais juste pour un petit moment ». Camille est apparue dans le salon, l'air à la fois surpris et soulagé. « Maman, Dieu merci, on était si inquiets. » Elle a essayé de s'approcher pour me prendre dans ses bras, mais j'ai fait un pas de côté. Je suis venue chercher mes affaires. Elle s'est arrêtée net. Son sourire a disparu, comme de la buée. « Comment ça? Je n'habite plus ici, Camille. » « Arrête, maman. Tu es sérieuse? » Plus que jamais. Stéphane est apparu juste derrière. Torse nu, le visage froissé. « Nathalie, écoute, on peut discuter? » « On peut. Mais avant, laisse-moi te prévenir. J'ai déjà parlé à une avocate. Le divorce sera bientôt officialisé. Et non, tu ne pourras pas toucher au compte sans mon autorisation. Il a été bloqué. Ah, et les papiers de la maison qui sont à mon nom? Ils sont déjà avec moi. » Il a écarquillé les yeux. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu Stéphane ne pas savoir quoi dire. « Tu as perdu la tête? » « Non, je me suis juste réveillée. Je suis allée dans mon ancienne chambre. J'ai pris ma valise, quelques vêtements, le cadre avec la vieille photo de Camille enfant, le seul que je voulais garder. Le reste, il pouvait tout garder. Pendant que je rangeais mes affaires, j'entendais des chuchotements dans le salon.
Camille était nerveuse. Stéphane soufflait. Monique est arrivée, comme toujours, pour apaiser la situation. « Nathalie, ma chérie, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas tout envoyer balader pour une histoire de voyage ?» Je me suis retournée calmement. « Monique, avec tout le respect que je vous dois, je n'envoie rien balader. Je ne fais que récupérer le peu qui m'appartient encore. Le reste, on me l'a déjà pris depuis des années. » Elle a écarquillé les yeux. Pour la première fois, elle s'est tue. Je suis retournée dans le salon. J'ai posé ma valise près de la porte. Léo regardait la scène avec cette expression curieuse, comme s'il comprenait que quelque chose d'important se passait. « Ça ne doit pas se passer comme ça, maman », a dit Camille, la voix étranglée. « Ça ne devrait pas, mais ce sera comme ça. Parce que si je reste ici, je disparais pour de bon. Et j'en ai assez d'être invisible. »« Et Léo ?» a-t-elle demandé, comme pour trouver un dernier argument. J'ai regardé le chien. Je me suis baissée et j'ai passé ma main dans son pelage. Léo est le seul ici à m'avoir traité avec un amour véritable. Mais lui aussi mérite un environnement paisible. J'ai pris mon sac, les clés de la voiture, puis je me suis tournée vers eux tous. Vous allez devoir apprendre à vivre sans moi. Sans la femme qui cuisine, nettoie, organise et se tait. Sans la femme qui fait tout pour tout le monde et ne reçoit rien en retour. C'est une punition ? A demandé Stéphane, irrité. Non, c'est un avertissement. Et peut-être une chance, pour vous, de vous regarder dans le miroir et de voir ce que vous êtes en train de devenir. Je suis sortie sans claquer la porte, sans crier, sans faire de drame, parce que je n'en avais plus besoin. Je suis retournée à l'hôtel. J'ai appelé Jeanne, mon avocate. Je lui ai demandé d'accélérer la procédure. Elle m'a dit que tout avançait, que les documents étaient prêts, que les biens à mon nom seraient garantis. « Tu sortiras de tout ça plus forte que tu n'y es entrée, Nathalie. » J'ai souri. Je le savais. Les jours suivants, j'ai cherché une petite maison à louer. Simple, avec un jardin, bien éclairé. Quand l'agent immobilier m'a remis les clés, mon cœur s'est emballé. J'ai ouvert la porte, j'ai inspiré profondément et j'ai dit tout bas « Bon retour chez toi, Nathalie. » J'ai passé des jours à nettoyer, à décorer, à choisir chaque détail avec soin. Pour la première fois depuis longtemps, je prenais plaisir à aménager un espace. Parce que maintenant, cet espace était le mien. Vraiment. J'ai installé un petit atelier au fond du jardin. J'ai ressorti une vieille passion de mes placards, la couture créative. J'ai commencé à faire des sacs, des coussins, des couvertures de carnet. J'ai créé un profil sur Instagram. Je l'ai appelé « Le fil de l'âme ». J'ai commencé à vendre. Et le plus curieux, en quelques jours, les commandes ont commencé à arriver. Les gens voyaient ce que je faisais et commentaient « Il y a une âme là-dedans. On sent l'amour que vous y mettez. » Et je souriais. Parce qu'ils ne le savaient pas. Mais c'était exactement ça. Chaque point, chaque pli, chaque tissu, c'était une partie de moi qui revenait à la vie. Ma mère m'a rendu visite 1 mois plus tard. Elle a apporté un gâteau fait maison et une longue étreinte. Nous avons pleuré ensemble. Pas de tristesse, de soulagement. « Tu m'es revenue ?» a-t-elle dit. Je me suis revenue à moi-même, maman. Camille m'a appelée plusieurs fois. D'abord en colère, puis pleine de regrets. Finalement, silencieuse. Stéphane m'a envoyé un email disant qu'il voulait discuter, qu'il ne s'attendait pas à ça, que peut-être qu'on y est allé un peu fort. J'ai effacé le message sans répondre. Je n'étais pas intéressée à me justifier. Plus maintenant. Désormais, quiconque voulait des nouvelles de Nathalie devait venir avec respect, parce que la femme qui s'était retrouvée n'acceptait rien de moins que ce qu'elle méritait. Ce matin-là a commencé différemment. Mon corps s'est réveillé avec un poids en moins, le poids d'années de surcharge. J'ai eu envie de me regarder dans le miroir, de me reconnaître dans la femme que je voyais. J'ai mis un chemisier clair, un pantalon simple mais élégant. Je me suis coiffée avec soin et j'ai mis un rouge à lèvres discret, un geste symbolique. J'existais. J'ai préparé mes affaires dans la dernière valise. J'ai pris un café rapide à l'hôtel. J'ai écrit un mot d'une écriture ferme et décidée. Au dos d'une vieille page de mon carnet de recettes, j'ai écrit « Je vais bien. J'ai appris à me choisir. Vous pouvez le lire, mais vous ne pouvez pas le déchirer. » Je suis descendue au parking avec Léo dans les bras. Ce même Léo qui, pendant des années, avait été mon lien avec la vie de cette maison. J'ai attaché les clés de ma voiture à son collier. C'était le cadeau que je laissais derrière moi. Un choix conscient. Un soin qui n'avait plus besoin d'être le mien. J'ai pris un taxi. La ville semblait autre, vue de là. Il n'y avait pas de précipitation.
Pas de culpabilité. Il y avait la liberté. Je suis allée directement chez le notaire. Je suis arrivée avec les papiers du divorce prêts, mes relevés bancaires personnels, les documents de la maison qui avaient été à mon nom, mais qui étaient maintenant formellement sous mon contrôle. Les signatures ont été apposées calmement. J'ai regardé le notaire et j'ai dit « Je pars, mais sans bagages émotionnels ». Il a souri. Il ne m'a rien demandé. Il connaissait le poids de cette phrase. J'ai continué. Je suis sortie de l'étude et j'ai rendu les clés de l'appartement prêté. C'était ma façon de dire. Tous les chapitres sont clos. Pendant que la procédure suivait son cours, je me suis accordé une pause stratégique. Je suis retournée à l'atelier que j'avais monté. J'ai préparé une tasse de thé, je me suis assise dans un coin et j'ai respiré profondément. Puis, j'ai allumé le vieux tourne-disque que j'avais acheté dans une brocante et qui fonctionnait à nouveau. Cette douce mélodie m'a rappelé des souvenirs, de l'enfance, de la jeunesse, des rêves que j'avais avalés. Maintenant, je l'ai laissé couler. J'ai posté une photo de ce moment sur Instagram. Une tasse chaude près du visage, une légère vapeur s'élevant, la lumière de la fenêtre derrière, un sourire contenu. Légende, ceux qui m'ont sous-estimé vont devoir réapprendre mon nom. Quelques heures plus tard, j'ai reçu des notifications. Plusieurs anciens clients ont fait l'éloge de l'atelier. Des messages privés de femmes disaient « Merci d'exister ». Mes amis m'ont envoyé des messages d'encouragement. Quelque chose de nouveau se construisait, quelque chose qui avait été ignoré pendant tant d'années. Ma valeur. Entre-temps, j'ai reçu une invitation inattendue. Une radio locale voulait que je vienne témoigner sur la vie après 50 ans, sur les nouveaux départs. J'ai réfléchi, j'ai hésité, mais j'ai dit « Oui, je suis arrivée au studio ». L'animatrice m'a présentée comme la femme qui a réécrit sa vie. J'ai souri. En moi, j'ai senti un nœud d'orgueil et d'émotion. Quand le micro s'est allumé, j'ai parlé. J'ai passé 30 ans à me nourrir de miettes émotionnelles. Aujourd'hui, je vis de morceaux entiers de moi-même. J'ai parlé de l'enfance, des sacrifices, du silence, de la douleur et du choix. Le public dans le studio est resté silencieux. J'ai entendu le froissement de mouchoirs en papier. En terminant l'interview, l'animatrice a dit « Vous êtes une inspiration ». J'ai simplement respiré. C'était vrai. Ce soir-là, j'ai reçu un appel. C'était le contact d'une association qui aidait les femmes du troisième âge. Ils voulaient que je fasse du bénévolat, que j'anime des ateliers de couture avec des histoires de résilience. J'ai dégluti. Une fois de plus, on me voyait. On me choisissait pour une valeur qui n'avait jamais été reconnue auparavant. « Bien sûr », ai-je répondu. Je suis retournée à mon nouveau foyer, la maison louée, et je me suis assise sur mon canapé. J'ai regardé autour de moi. Tout était à sa place. Les plantes, les coussins, les tableaux que j'avais peints avec mes empreintes, les tissus que j'avais cousus. C'était la maison de mon histoire. J'ai repris mon téléphone. Un email de l'avocat de Stéphane est apparu. Il voulait un accord à l'amiable. Que je pense au bien-être de Camille. J'ai approché le téléphone du miroir. J'ai lu et j'ai effacé. Sans drame. Une fois de plus, je n'avais plus besoin de me justifier. Mes choix étaient clairs. Le lendemain, j'ai reçu un mot manuscrit de Camille. Pas de signature, juste une écriture que j'ai reconnue. Le message disait « J'ai eu tort. Tu me pardonnes? On peut parler ?» J'ai failli ne pas répondre. J'ai pensé à l'étreinte que je n'avais jamais reçue. À ces mots, « Viens avec nous ». Mais avant de décider, j'ai écrit. Toute demande de pardon arrive trop tard pour celle qui a appris à avancer avec dignité. Si tu es prête à me regarder sans me blâmer, je serai là. J'ai envoyé l'email. Je me suis assise dans le jardin. J'ai regardé le soleil se coucher. Une larme chaude a coulé sur ma joue. Pas de tristesse, de soulagement. Parce que je n'avais pas gagné avec des larmes ou des punitions. J'avais gagné avec le respect, avec l'élégance, avec des choix que personne ne croyait que je ferais. C'est là que j'ai compris. La vraie force n'est pas de crier. C'est de se retirer avec respect pour ensuite réapparaître, entière. Parce qu'une fois que la femme qui s'est tue entend sa propre voix intérieure, plus rien ne peut la faire taire. Et à ce moment-là, je l'ai écoutée. Et j'ai répondu avec ma vie. Et ce n'était que le début. Je suis arrivée dans ma nouvelle maison en fin d'après-midi, le ciel teinté d'orange et de rose. La lumière douce envahissait la pièce, donnant forme à l'atelier improvisé au fond où je cousais mes rêves, pièce par pièce. Je me suis assise dans le fauteuil du salon et j'ai soupiré.
Le silence ne faisait plus mal. Il était accueillant. Il n'a pas fallu longtemps pour que le téléphone vibre à nouveau. Un appel inconnu. J'ai essayé de l'ignorer, mais le nom est apparu. Stéphane Girard. J'ai respiré profondément et j'ai répondu. « Nathalie, il faut qu'on parle. » Sa voix est sortie tremblante, presque suppliante. « Parler ?» ai-je répondu calmement. « On a déjà parlé. Cette fois, ce sera devant le juge. » Il a hésité. « Tu as une idée de ce que ça va coûter, de l'image publique de la famille ?»« L'image est déjà écornée, » ai-je rétorqué. « Et ma dignité, je n'ai plus à la vendre. » Il a murmuré quelque chose d'inaudible et a raccroché. Peu après, les groupes de la famille étaient en ébullition. Des messages de parents, de voisins, de connaissances. Le nom Nathalie Leroy apparaissait plus que jamais. C'est là que j'ai commencé à suivre, curieuse, en fronçant les sourcils. Facebook, Instagram, WhatsApp, tout était rempli de commentaires et de questions. Beaucoup de chocs, certains de réprobation, d'autres d'admiration. J'ai regardé l'écran et j'ai respiré. Une cousine éloignée a écrit « Je ne savais pas que ta mère était cette personne incroyable que tu décris. » Une autre amie a partagé « J'ai un immense respect pour celle qui s'aime après tant d'années d'amour invisible. » C'est curieux comme, quand on prend ses distances, le monde commence à voir qui a toujours été là. Cependant, la réaction la plus intense est venue de Camille. Elle m'a envoyé message sur message, la plupart vides et pleins de résistance. « Tu me fais du mal. Tout ça, ce sont des préjugés. Je ne suis pas obligée de te traiter comme l'enfant que j'étais. » Mais l'un d'eux disait autre chose. « Je voudrais juste que tu redeviennes ma mère. » C'est le message qui a failli me faire répondre impulsivement. J'ai résisté. Pas par rancune, mais par stratégie. J'avais besoin de clarté, de distance, de temps. L'avocat de Stéphane a envoyé un nouvel email. Il voulait protéger le patrimoine familial pour le moment. Il a cité des « intérêts de l'enfant ». J'ai fait une capture d'écran et je l'ai envoyée à Jeanne, mon avocate, qui a répondu par un « excellente capture, on va s'en servir ». C'était le genre de document qui transforme le doute en preuve. Le lendemain, j'ai reçu une invitation personnelle d'une émission de télévision locale qui avait du succès avec des histoires de transformation. Ils voulaient que je raconte mon parcours. J'avoue que j'ai hésité, mais j'ai accepté. Je me suis dit, si mon histoire peut inspirer quelqu'un, pourquoi pas? En studio, face aux caméras, j'ai raconté d'une voix sereine, j'ai été invisible pendant des années. Parfois, volontairement, par nécessité, mais invisible, jusqu'à ce que j'apprenne à me reconnaître. L'animatrice m'a regardé dans les yeux et m'a dit que j'étais une inspiration, et j'ai réalisé que c'était vrai. L'image qu'elle renvoyait à travers les lentilles d'une caméra était celle d'une femme puissante, pas riche, pas célèbre, libre. De retour à l'atelier, reconstruire des tissus est devenu reconstruire mon estime de moi. Une impulsion créative m'a saisie. J'ai créé une collection que j'ai appelée « Point de départ », avec des tissus rapiécés à l'aide de chutes colorées. J'ai documenté le processus dans une vidéo. En quelques heures, elle est devenue virale. J'ai reçu des messages d'autres femmes qui avaient été émues de voir mon visage apaisé coudre d'anciennes blessures. C'était incroyablement beau. À partir de là, j'ai commencé à recevoir des invitations pour des conférences, des ateliers, dans des écoles et des centres communautaires. Les portes s'ouvraient les unes après les autres. C'était le genre de reconnaissance qui guérit plus que n'importe quel mot d'excuse froid. Pendant ce temps, Stéphane a repris contact. Il a demandé une rencontre en personne. Lui et Monique, ensemble. Il voulait régler l'affaire de la famille, des biens, des enfants, tout en adulte. J'ai répondu que je ne discuterais qu'en présence d'un avocat. J'ai envoyé l'adresse de ma nouvelle maison et j'ai gardé mon portail fermé. Désormais, c'est moi qui délimitais l'espace, physique et émotionnel. Le jour de l'audience est arrivé. Je suis entrée au tribunal dans un tailleur que je n'avais jamais porté. Il était bleu marine, d'une coupe élégante. J'ai marché jusqu'à la table des avocats d'un pas assuré. Jeanne m'a regardé et a souri. J'ai souri en retour. La salle était comble. Presse, avocats, membres de la famille, Stéphane assis, le visage tendu. Il ne reconnaissait pas la nouvelle lueur en moi. Quand le juge a demandé le silence, Jeanne s'est levée et a présenté les documents. Le virement de ma mère, l'ouverture du nouveau compte, les messages de mépris et d'exclusion, les preuves de mes contributions à la maison et aux enfants. Une confrontation silencieuse avec des papiers et des faits.
L'audience a été rapide et décisive. La juge a déclaré que j'avais droit au patrimoine enregistré à mon nom et que les autres valeurs seraient partagées en fonction de la contribution, sans accès direct à mon épargne personnelle. Elle a conclu « Madame, je comprends que cette femme a choisi d'être visible. Personne ne pourra plus ignorer son existence. » Je suis sortie de la salle, soulagée, des larmes de surprise coulant sur mes joues. Pas de tristesse, de victoire. Le soir suivant, j'ai reçu un message de Camille. C'était une photo d'enfance. Elle et moi, main dans la main, riant sans crainte. La légende disait « Tu me manques ». Je savais ce que ce message signifiait. J'ai su que j'avais assez mûri pour permettre la compréhension. Mais la communication se ferait à mon rythme. Avant de dormir, j'ai ouvert la fenêtre. L'air frais m'a enveloppée. J'ai pensé « Je ne me suis jamais sentie aussi entière ». Le lendemain, je suis arrivée à l'atelier et j'y ai trouvé une dame qui s'est présentée comme étant Marie. Elle tenait un journal local et m'a montré un article où j'étais citée comme un exemple de résilience. « Votre histoire a touché ma vie », a-t-elle dit. Je lui ai serré la main. Elle a souri comme quelqu'un qui remercie une autre personne d'exister. À partir de là, j'ai commencé à écrire de courtes chroniques sur la vie après 50 ans. L'estime de soi, les nouveaux départs, l'autonomie, la redécouverte de soi. Je les ai publiées sur le blog de l'association, puis dans un e-book. Les retours ont été si forts que je me suis dit, peut-être qu'il y a autre chose. J'ai été invitée à donner une conférence lors d'un événement sur l'émancipation des femmes à Lyon. J'ai écouté tout un auditoire m'écouter en silence et, à la fin, un applaudissement si long que j'ai senti tout mon corps vibrer. Je suis retournée à la ferme de mes parents quelques mois plus tard. Je me suis assise avec ma mère. J'ai pleuré, cette fois sans honte. J'ai pleuré à chaudes larmes. J'ai guéri en partageant ce qui avait été déchiré et qui était maintenant refait. Elle m'a tenu la main et a dit « Maintenant, c'est ta vie, ma fille. Tu as gagné. » Et j'avais gagné. Une maison à moi, des amis qui me reconnaissent au lieu de m'utiliser, des clients qui emportent mon âme cousue dans le tissu, un réseau de femmes qui m'ont écrit pour me remercier d'avoir eu le courage de me relever. La gratitude s'est répandue. Et cet après-midi-là, en buvant mon café avec un croissant fait par moi-même, j'ai senti quelque chose. Ce n'était pas la fin. C'était la preuve que, lorsqu'une femme se relève et se place au centre de sa propre histoire, elle ne change pas seulement sa vie, elle inspire une révolution silencieuse. Parce que dans mes coutures, je ne tissais pas seulement des chutes de tissu. Je tissais des morceaux de ma propre force. Et, peu à peu, d'autres femmes ont commencé à coudre leur vie aussi. Et c'est ainsi que s'est achevé le point culminant du retournement émotionnel. Les réactions ne m'ont pas abattue. Elles m'ont renforcée. Elles ont montré que le vrai changement a un écho, et que ceux qui ont tenté de me faire taire entendent maintenant mon nom. Chaque matin, alors que le soleil entre par la fenêtre de mon atelier, je sens un frisson différent dans ma poitrine. Ce n'est pas de la peur, ce n'est pas de l'anxiété, c'est de la reconnaissance. La reconnaissance d'être rené. Et que, peut-être, renaître est un verbe, pas un destin. J'ai passé des décennies à croire qu'aimer, c'était servir. Que ma présence dans la maison se traduisait par nettoyer, cuisiner, repasser les chemises de mon mari et garder le silence quand c'était nécessaire. On appelait ça de la résilience, mais non. C'était de l'invisibilité masquée en dévotion. Et ça a fait si mal que pendant longtemps, j'ai choisi d'ignorer la douleur. Aujourd'hui, je comprends. Aimer ne demande pas de disparaître, ni de sacrifice continu. Aimer, c'est aussi être blessé, supporter la frustration et surtout se rendre compte quand sa propre âme est en train de s'éteindre. Le reconnaître a été mon premier acte de courage. J'avais l'habitude de penser qu'être mère était une mission sans retour, que mon existence se justifiait uniquement par le don de soi. Mais j'ai appris qu'une mère a aussi besoin de la permission d'exister par elle-même. J'ai dû me la donner. Oui, j'ai eu besoin d'un virement inattendu de ma mère pour réaliser que la valeur que j'avais était invisible pour beaucoup, mais non négociable pour moi. C'est pourquoi la leçon ne porte pas sur l'argent. Elle porte sur le courage, sur le fait de dire « je mérite d'exister selon mes propres règles ». J'ai appris que le poids émotionnel se supporte tant qu'on répond aux stimuli de ceux qui ne nous voient pas. Mais quand on décide d'agir pour soi, le poids peut se transformer en soulagement. J'ai découvert qu'il est possible de vivre léger,
Même après avoir tant porté pendant si longtemps, j'ai compris que la gentillesse n'est pas de la faiblesse, que les femmes gentilles peuvent avoir des nerfs d'acier. J'ai toujours aidé, toujours servi, je me suis toujours tue. Aujourd'hui, je sers à dessein. Et seulement pour ceux qui voient. Est-ce que ça me fait mal de regarder en arrière? Oui, il y a des blessures qui lancinent encore. Mais la blessure ne définit pas qui je suis. Elle m'a appris ce que je ne veux plus. Et elle m'a montré la force que j'ai découverte sous ma carapace de silence. J'ai réalisé que la reconnaissance ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur. Elle vient du moment où l'on pose fermement les pieds sur terre et où l'on nomme les choses. Où l'on dit « Moi aussi, je fais partie du jeu. Moi aussi, je compte. » Et on ne demande pas la permission d'exister. C'est quand j'ai commencé à coudre non seulement des tissus, mais aussi des cicatrices, que je me suis recousue. Et, ce faisant, d'autres femmes se sont vues là, des mères invisibles, des épouses invisibles, des survivantes qui s'occupaient de famille en s'oubliant elles-mêmes. Aujourd'hui, mon estime de moi ne dépend pas des commentaires des autres. Elle est née le jour où j'ai fermé la porte de la maison, où j'étais traitée comme un second rôle. Au moment où j'ai décidé qu'être illégalement vide était pire que de partir sans connaître le chemin, il ne s'agissait pas de rompre avec ma famille. Il s'agissait de reconstruire la relation avec moi-même. Et, partout où je vais maintenant, je ressens des vibrations contraires à celles que j'ai gardées pendant des années. Le respect, la curiosité, la reconnaissance. Des choses qui me semblaient étranges auparavant. J'ai même ressenti une vieille culpabilité pour les moments où j'ai trop cédé, où j'ai trop essayé de me justifier, où j'ai trop attendu. Mais j'ai compris que la culpabilité ne guérit pas. Elle ne fait que fragiliser. Aujourd'hui, ma voix n'est pas puissante, mais elle est ferme. Et ça me suffit. Oui, il y a eu des pertes, mais aucune n'est plus grande que ma dignité quand je me suis cachée. Et aucune n'est plus importante que ma liberté quand je me suis choisie. Je sais que mes choix n'ont pas plu à tout le monde, et ce n'était pas le but. La vie n'est pas une scène pour plaire, c'est un espace pour exister avec vérité. Enfin, j'ai appris, être mère ne signifie pas être invisible. Être femme, ce n'est pas accepter des miettes émotionnelles. Être heureuse ne requiert pas de permission. Et, quand je me suis regardée dans le miroir ce matin-là, après l'audience, j'ai vu quelqu'un qui avait cessé de simplement exister pour vraiment vivre. Je n'ai pas eu besoin de gagner avec des cris. J'ai gagné avec la procédure, avec la patience, avec l'élégance, avec un souffle silencieux qui s'est transformé en tonnerre. Et maintenant, je suis là, entière. Je suis une femme qui a insisté pour vivre, qui est devenue la protagoniste de sa propre histoire et qui est devenue une lumière pour d'autres. Parce que la plus grande leçon que j'ai emportée avec moi, c'est de voir. Des mois après tout ça, ma vie a changé. La vieille maison est restée derrière. L'atelier a grandi. J'ai recommencé à coudre, maintenant pour moi et pour d'autres femmes. Dans chaque point, je vois mon parcours. Les fils ne sont pas que du tissu. Ils sont de la mémoire, de la force, de la liberté tissée lentement. Camille a changé. Ça n'a pas été rapide. Ça n'a pas été magique. Mais elle a changé. Il y a eu des messages, froids au début, puis des accusations, maintenant plus doux. La vie sans toi est beaucoup plus difficile que je ne l'imaginais. Dans l'un de ces messages, elle a écrit « J'ai réalisé que ma mère était devenue une femme. Un jour, elle est entrée sans prévenir. Elle a frappé à la porte. Son expression était celle de quelqu'un qui essaie de retenir une tempête d'émotions. Elle est restée silencieuse 1 minute. Moi aussi. Puis elle a murmuré « Je peux entrer ?» « Bien sûr, ai-je répondu. Elle est entrée, a regardé l'atelier, a regardé les tissus éparpillés, m'a vu coudre, m'a vue entière. « C'est magnifique, a-t-elle dit. Elle n'a pas dit « pardon », mais ce n'était pas nécessaire. C'est le silence qui a parlé. Un silence doux et plein de sens, sans drame, juste de l'acceptation. Elle est restée 1 heure, juste du silence et de la présence. Puis elle a demandé « Je peux rester un peu ?» J'ai hoché la tête. Je me suis assise à côté d'elle. Je lui ai offert un thé. C'était un nouveau départ, une retrouvaille. Stéphane a tenté de me recontacter. Il a envoyé un email timide. « Pouvons-nous discuter civilement ?
pour notre histoire. Mais la civilité avait des limites claires. J'ai dit qu'on pouvait essayer, s'il y avait du respect et de la reconnaissance, si c'était à l'atelier, devant les tissus, si c'était pour voir qui j'étais, pas celle qu'il voulait que je sois. Il a disparu pendant des semaines. Il a disparu même quand la procédure a abouti à une sentence définitive. Finalement, il n'a pas résisté. La justice a suivi son cours. C'était la preuve finale. Décider, ce n'était pas s'affaiblir, c'était se protéger. La famille de Stéphane s'est éloignée. Monique m'a envoyé des messages froids, évitant tout contact. Son mari et sa belle-sœur ont disparu de mes réseaux sociaux. J'ai entendu dire par les voisins qu'ils avaient déménagé. Toute la ville est devenue un écran de silence, de jugement, ou peut-être d'étonnement. Cette femme invisible était devenue une affaire publique. Mais moi, j'étais trop occupée à me tisser un nouveau chemin. Plus tard, ma mère est venue vivre avec moi pendant un certain temps. Elle a apporté le même gâteau au yaourt qu'elle faisait quand nous manquions de tout. J'ai retrouvé le goût de l'enfance. J'ai retrouvé le goût de la maison qui m'avait vu grandir et attendre le café du dimanche. C'était d'abord ma maison. Aujourd'hui, je n'ai que mon téléphone, ma machine à coudre, mon atelier, mon bébé espoir de liberté et ma mère. Un petit réseau, mais un vrai. Et les fruits sont venus. J'ai reçu des invitations à des salons et à des événements sur l'entrepreneuriat féminin. J'ai invité Camille à l'un d'eux. Elle a refusé. Elle a dit que ce n'était pas le moment. Plus tard, après avoir vu les témoignages d'autres femmes émues par mon travail, elle est venue me dire « Maman, je peux participer ? Pas en tant que fille, en tant que femme curieuse, en tant que jeune femme qui veut apprendre. » Et ce fut une leçon de couture et d'enseignement sur la dignité. Je lui ai tenu la main et j'ai dit « Tu peux, mais tu as apporté ton argent, n'est-ce pas ? Parce qu'ici, on paie pour le respect. » Elle a souri, m'a serré la main et a compris le courage que j'avais appris à aimer. Aujourd'hui, je me promène dans les rues avec un léger sourire. D'anciennes voisines qui me parlaient à peine me saluent maintenant avec une lueur dans les yeux. Vous ne vous êtes pas laissé faire. Et non, je ne me suis pas laissé faire. Je ne me suis pas laissé faire parce que j'ai appris que le respect est un miroir. On ne peut exiger que le respect qu'on se donne à soi-même. Ma vie était petite. Maintenant, elle est vaste comme un tissu blanc prêt à être cousu comme je le souhaite. Je ne suis pas coupable des choix des autres. Je ne l'ai jamais été. J'ai la force que j'ai gagnée avec les miens. Et en fin de compte, c'est ça qui compte. Peut-être qu'un jour, Camille comprendra. Peut-être qu'un jour, ils me verront vraiment. Moi, je me peindrai déjà avec la fierté de chaque point, de chaque chute qui est devenue une histoire. Quand le printemps est revenu, les fleurs de mon petit jardin ont éclos. Je me suis assise sur la terrasse avec une tasse de café. La première tasse que j'ai choisi de boire sans hâte ni obligation. Et j'ai pensé, j'ai survécu. Et maintenant, je fleuris. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous sentez que vous pourriez vivre cela aussi, sachez que vous méritez plus que le rôle qu'on vous a assigné. Vous méritez le respect, vous méritez une voix, vous méritez d'exister en liberté. Et, si vous en avez besoin, je vous vois. Vous pouvez même vous asseoir et coudre avec moi. Parce que les histoires comme la mienne ne créent pas des fins. Elles créent des possibilités. Pendant longtemps, j'ai cru que ma vie était faite de silence et de services invisibles. Mais aujourd'hui, je comprends que vivre, ce n'est pas disparaître dans les coulisses de sa propre famille. Être mère ne signifie pas renoncer à ce que l'on mérite. N'acceptez pas que votre existence soit réduite à des attentes non dites ou à la fonction de celle qui arrange tout. Si vous ressentez cela, sachez-le, il existe une autre façon de vivre. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, écrivez dans les commentaires. Moi aussi j'ai appris à dire « ça suffit ». Non par orgueil, mais pour se choisir vraiment. Car en partageant, vous pourriez tomber sur une autre femme qui a aussi besoin de se souvenir de sa propre valeur. Racontez-moi. Quel a été le moment où vous avez réalisé que vous deviez exister sans excuse ? Partagez-le et aidez tant d'autres qui n'ont pas encore entendu cette voix en elles. Vous pouvez également liker la vidéo et vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres histoires de femmes qui se sont relevées, qui ont trouvé leur propre force et qui ont découvert que la vraie joie naît du choix,
pas de la commodité. Et que le respect de soi est le premier pas pour conquérir le respect des autres. Si vous voulez me soutenir vraiment, envoyez un super merci dans la zone de soutien de la chaîne. Chaque geste compte comme du carburant pour continuer à créer des récits qui émeuvent, qui donnent du pouvoir et qui vous aident, vous ou quelqu'un que vous connaissez. Votre soutien signifie que plus de femmes entendront. Elles n'ont pas à accepter moins. Et si vous voulez écouter d'autres histoires comme celle-ci, cliquez sur les vidéos recommandées qui apparaissent ici. Des histoires vraies, racontées à la première personne, avec de l'émotion et des révélations qui changent tout à la fin. Enfin, je vous laisse avec cette question. Accepteriez-vous de recevoir des miettes émotionnelles toute votre vie ou allez-vous vous permettre de chercher votre propre lumière? Si la réponse est la deuxième option, vous êtes déjà sur la bonne voie. Et sachez-le, vous n'êtes pas seul. Laissez votre commentaire, regardez la prochaine vidéo et venez vous découvrir avec moi. Merci d'être ici, de m'avoir écouté, d'exister et de vous souvenir. Vous méritez d'être vu. Vous méritez le respect. Vous méritez de vivre pour vous. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. À la prochaine histoire.